Donc on avait rappelé ce qu'était l'anomalie à l'air libre, l'anomalie de Bouguer, donc gravimétrique à chaque fois. Et donc on avait déduit des anomalies de Bouguer que là il manquait de la densité, donc du manteau remplacé par de la croûte. Et là, au contraire, on avait trop de densité, donc a priori de la croûte remplacée par du manteau. Et donc très souvent, c'est ça le premier document, on vous donne les anomalies de Bouguer. Deuxième document, on vous demande la profondeur du mot. Si vous trouvez une différence, c'est qu'il y a un problème. Ces deux documents sont parfaitement redondants. Quand on interprète les anomalies de Bouguer, on doit arriver à ça comme profondeur du mot. Donc ça doit exactement coller. Et on vérifie bien que la répartition négative est bien là où le manteau est profond, et la croûte est profonde, et que là où on a des anomalies qui sont au contraire des anomalies positives, on a au contraire une croûte amincie. Et donc le modèle que vous avez construit en première année, qui est généralement comme ça, on fait un relief d'une montagne et on fait une racine crustale bien symétrique par rapport à l'axe central. Ça peut marcher pour certaines montagnes, mais pas celles qui sont au programme. Ça va marcher pour des cordillères, des choses comme ça, mais pour celles qui sont au programme, ça marche pas, parce que nous avons des chaînes de montagnes de collision. Et du fait qu'il y a une collision, il y a une plaque qui est passée sous l'autre, et donc c'est dissymétrique. Donc ce qu'on voit, nous, concrètement, là, c'est on voit que sous à peu près les 2/3 de la montagne, effectivement, on a une racine crustale. Donc jusque-là, OK. À partir de là, clairement, une fracture. Et au contraire, une croûte amincie et qui revient progressivement à la normale. C'est ça que nous, on constate. Donc pas du tout le modèle symétrique, hein, on constate qu'il y a une zone de croûte amincie qui correspond à peu près à la zone ivrée. Donc bien sûr, ça, il va falloir l'expliquer. On va montrer que c'est la subduction continentale qui fait que cette croûte, cette racine crustale, elle est aussi dissymétrique dans les chaînes de montagnes de collision. Donc ça pourra aussi être un indice, un petit peu indirect, du fait que vous avez une collision, c'est quand vous voyez une racine crustale très fortement dissymétrique. Il y a peu de chances que ce soit un des autres mécanismes possibles de formation des chaînes de montagne. Parce que parfois, sur le bord des plaques, on peut avoir des chaînes de montagne qui se forment juste comme ça, par plissement. Et à ce moment-là, celles-là, effectivement, elles ont une racine relativement symétrique. Par exemple, ce qu'on appelle le Rif marocain, qui en fait est aussi algérien et tunisien, qui est vraiment à la frontière avec la Méditerranée, c'est juste des petits plissements, des formations internes dans la plaque. Mais nous, là, c'est autre chose, hein, c'est de la subduction, donc forcément, c'est dissymétrique. Donc toujours une racine crustale, parce que par contre, la forme de la racine crustale dépend de la façon dont la chaîne de montagne s'est formée. Ce qui nous amène aux anomalies à l'air libre, par rapport aux anomalies de Bouguer. Donc sur les cartes d'anomalies à l'air libre, ce qu'il faut vraiment repérer, et c'est pour ça que la théorie de l'isostasie tient la route, c'est que la plupart des valeurs sont autour de 0. Vous prenez par exemple toute la zone bassin parisien, massif ancien, etc. Tout ça, c'est parfaitement à l'équilibre. C'est parce que l'essentiel de la surface du globe est à l'équilibre qu'on peut faire l'hypothèse de l'isostasie. Par contre, on voit qu'il y a des secteurs qui marchent pas. Le massif central n'est pas à l'équilibre. Ça, nous avons déjà expliqué pourquoi. Il y a quoi de particulier sous le massif central? Qui a fait le volcanisme tertiaire quaternaire? On avait montré qu'il y avait eu un étirement de la lithosphère dû à la formation des Alpes, remontée de manteau. Donc, dans ce secteur-là, effectivement, c'est de la tectonique, alors pas la tectonique du massif central lui-même, la tectonique des Alpes qui déforme la lithosphère aux alentours. Et donc, c'est pour ça qu'on peut considérer que c'est un secteur tectonisé, mais indirectement, pas par son voisin.
Donc, dans tous les secteurs où il y a de la tectonique, l'hypothèse de l'isostasie ne doit pas être faite, en toute rigueur, hein. Et d'ailleurs, si vous regardez les Pyrénées, ça marche pas. Et si on regarde certains endroits dans les Alpes, il y a beaucoup d'endroits où ça marche pas. Donc, en gros, les endroits où les contraintes tectoniques sont faibles, oui, on peut appliquer l'hypothèse de l'isostasie, ça va pas être aberrant. Mais les endroits où la tectonique est forte, euh, ça va pas marcher du tout, hein, puisque c'est les contraintes tectoniques qui peuvent maintenir en haute altitude des blocs qui, par l'isostasie, devraient descendre et qui descendront dès que les contraintes seront relâchées. Donc, l'hypothèse de l'isostasie, en toute rigueur, on l'a fait dans les zones stables, sans tectonique. Là, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, nous, on l'a fait sur les planchers océaniques, un plancher océanique qui est en développement, pas de souci. Tous les grands bassins sédimentaires français, pas de souci. Maintenant, si vous prenez tout ce qui constitue des reliefs importants en France, hein, donc tout ce qui est Jura, Alpes, Pyrénées et indirectement Massif central, là, ça commence à être beaucoup plus discutable, le fait qu'il soit à l'équilibre. Donc, ça veut dire que s'ils peuvent bouger librement, sans contrainte tectonique du tout, et sans déformation par le relief qui est à côté, alors ils changeront d'altitude à long terme. Donc là, on sait que ce sont des zones instables qui, a priori, devraient euh, redescendre. Alors, une autre façon de travailler sur les racines crustales, quand vous n'utilisez pas les anomalies gravimétriques, c'est d'utiliser la sismique. Donc, essayez dans les méthodes de géologie de ne pas vous mélanger. Qu'est-ce qui relève de la sismique? Qu'est-ce qui relève de la gravité? Si vous n'avez pas les idées au clair, je vous rappelle que vous aviez eu plein de QCM pendant l'été là-dessus. Donc, n'hésitez pas à en refaire pour savoir quand c'est sismique, qu'est-ce que ça mesure, quand c'est la gravité, qu'est-ce que ça mesure. Donc, quand on veut travailler sur la croûte, on va faire ce qu'on appelle un profil écorce, parce que écorce, euh, le syst- c'est la couche la plus superficielle terrestre, donc ça a longtemps été un nom pour la croûte. Mais là, bien sûr, c'est un jeu sur l'acronyme, puisque c'est une étude continentale qui peut aller aussi sur l'océan. Et le principe, c'est de la réflexion sismique, mais aussi de la réfraction. Ouais, on utilise beaucoup plus la réflexion ici que la réfraction. Donc l'idée, c'est pas de travailler à très grande échelle, comme vous avez fait pour la structure du globe, où on prend des séismes naturels très forts et on regarde comment ils traversent le globe. Là, non, on n'a pas besoin. Vous voyez que c'est des séismes qui se propagent seulement sur les 40 premiers kilomètres, ça nous suffit. Donc, comme on n'a pas besoin de séismes très puissants, eh ben, on peut les créer au lieu d'attendre patiemment qu'ils apparaissent. Donc là, on prend des camions vibreurs, qui- certains camions qui vibrent, d'autres camions qui enregistrent, et on va regarder comment les ondes sismiques se transmettent entre les camions vibreurs et les camions de réception. Et comme ça, on peut passer exactement où on veut et faire une coupe précise sans attendre indéfiniment que les séismes aient lieu. Par contre, ne proposez pas de camions vibreurs pour mettre en évidence la structure du globe. Camion vibreur, déjà, ça traverse toute la croûte, on est bien content, mais ça n'ira pas au-delà, hein. Les séismes ne sont pas du tout assez puissants pour voir les zones d'ombre parce qu'on veut des ondes sismiques qui traversent tout le globe. Il faut quand même des séismes de magnitude 3, 4, vraiment minimum, hein, pour que ça puisse vraiment traverser tout le globe. Donc le globe, c'est avec les séismes naturels, on est obligé d'attendre qu'il y en ait des puissants. Par contre, quand on veut travailler seulement sur la croûte, là, on peut faire des séismes artificiels. Et donc, ce qu'on espère voir, c'est quand on va avoir des couches qui ont qui permettent d'avoir des vitesses de propagation des ondes sismiques relativement contrastées, eh bien, on peut tout à fait avoir une réflexion sur ces structures. Donc, les points qui sont ici, là, tous les petits traits, ce sont des réflecteurs sismiques. Les ondes sont venues se réfléchir et sont reparties. Donc, ça veut dire qu'il y a un contraste de vitesse, hein, puisque vous savez qu'on peut appliquer les lois de Descartes, et ce qu'il va faire, ces systèmes de réflexion. Dans les lois de Descartes, c'est l'indice de propagation de rayons lumineux. Bah là, c'est l'indice de propagation des ondes sismiques, et dès qu'il y a un fort contraste, eh bien, il y a toutes les chances qu'on puisse avoir cette onde réfléchie. Et donc, c'est à nous d'interpréter le profil. Typiquement, on vous donne un profil comme ça, et vous vous débrouillez. Donc, la première chose à faire, c'est de trouver le mot. Hein, pourquoi on va commencer par le mot? Parce que par définition, le mot, c'est le plus beau réflecteur sismique à partir de la surface. Donc si on n'arrive pas à trouver le mot, on n'arrivera à rien trouver, hein.
Donc démarrez toujours par le mot où est le plus beau réflecteur sismique, à votre avis. Si on part de l'ouest, où est-ce qu'on va mettre la limite croûte-manteau sur cette portion-là? Au Poitiers. En plus, ici, ça n'a pas été mis en temps double, ça a été reconverti en kilomètres. On le met à 30 kilomètres, c'est OK ou pas? Oui, on est en dehors de la chaîne de montagne, route de 30 kilomètres, ouf, tout va bien. Donc là, aucune ambiguïté. Hop, ça, c'est le mot. Pourquoi ça va toujours faire un très beau réflecteur sismique? La distinction croûte continentale manteau, d'après vos connaissances de rhéologie? Je sens qu'on va se faire un petit exercice de rhéologie. Je vous donne ce qu'on donne habituellement, le déviateur des contraintes, en fonction de la profondeur. La loi de Birley et les courbes de fluage, je vais essayer de m'en souvenir de tête. Là, on a le quartz. Là, on doit voir les basaltes. Là, on a l'olivine. Là, on a le marbre. Et maintenant, à vous de tracer le profil rhéologique de cette lithosphère. Donc là, on est à 100 km, là, on doit être à 70. Mon échelle n'est pas terrible. Bon. Alors, comment vous procédez? On vous demande de tracer le profil rhéologique d'une lithosphère. Comment vous faites? Basalte? Vous êtes sûr? On est en train de travailler ici sur les Alpes. Basalte, c'est pertinent? Et pourquoi basalte plutôt que quartz ou marbre? Non, ici, on va faire les Alpes. On essaye d'expliquer pourquoi on a un beau réflecteur sismique ici. Et pourquoi le quartz plutôt que les autres?
parce que c'est des granitoïdes. Donc, l'élément le plus important dans son argumentaire, c'est on prend la courbe d'effluage des roches qui sont là. Parce que très souvent, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la première courbe de fluage qui vous tombe sous la main. Et donc vous dites, hop, je vais prendre le marbre. Vous avez vu du marbre ici. On a des terrains sédimentaires. Ensuite, on a probablement quelque chose qu'on va pouvoir assimiler à des granitoïdes et des choses assimilables à des gneiss. On me donne des basaltes, des machins, des tas de roches qui sont pas là, je m'en fiche. Donc, pour être sûr de pas faire d'erreur, moi, ce que je vous invite à mettre à côté, comme ça, l'exercice devient super facile. Vous faites un log, c'est-à-dire vous faites une colonne de roches, vous faites une coupe, et puis vous regardez. Ah, on me dit, sur les premiers kilomètres, je vois qu'il y a quelque chose que moi je vais interpréter comme étant du sédimentaire. Ensuite, rien de spécial, donc a priori, j'ai 30 kilomètres de croûte continentale. Et puis après, donc en gros, je vais faire simple, hein, si j'ai pas de raison de supposer autre chose, granit et gneiss. Et puis ensuite, ben, je sais qu'au-delà de ces 30 kilomètres, a priori, j'attends du manteau, j'attends de la péridotite. Comme ça, vous n'allez pas prendre la courbe de fluage de n'importe quoi, vous allez prendre ce qui est vraiment là. Donc au début, ben, j'ai du sédimentaire, je suis dans ce secteur-là, donc je vais prendre la loi de Bierlé parce que ça, de toute façon, c'est valable pour toutes les roches. Ensuite, ben, je continue, je traverse la courbe du marbre. Oui, ben, je m'en fous, il n'y a pas de marbre. C'est sur du granit. Qu'est-ce que je vais prendre comme courbe pour le granit ou le gneiss? On me la donne pas. Donc, c'est une roche acide. Je vais prendre ce qui est acide. Donc, par contre, quand je croise la courbe du quartz, puisque le quartz est censé représenter le comportement mécanique des roches acides de la croûte, là, je dois prendre la courbe de fluage. Mais je la prends pas sur tout son long. Je la prends que quand il y a encore des roches acides. Donc, je dois absolument m'arrêter ici. Parfois, vous la suivez jusqu'au bout. Bah non. Quand il y a plus de granit, il y a plus de granit, je dois obligatoirement changer de courbe. Je suis sur de la péridotite. Qu'est-ce qui va me faire la courbe de fluage de la péridotite? Là aussi, on va prendre le minéral majoritaire, on va prendre l'olivine. Mais je suis pas sur la courbe de fluage. Donc, quand je suis pas sur la courbe de fluage, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'il faut que je retourne sur la courbe de Bierlé. Jusqu'à atteindre la courbe de fluage de la roche qui est là. Et à ce moment-là, je la suis, je la suis, je la suis, je la suis. Jusqu'ici. Vous voyez qu'en faisant le log à côté, il n'y a presque pas moyen de vous tromper. Donc, on fait le log, on décide à l'avance quelles sont les courbes représentatives des roches qui sont présentes, et on enlève par la pensée toutes les courbes de fluage qui ne concernent pas les roches qui sont présentes, et ensuite on fait bien attention jusqu'à quelle profondeur j'ai quelle roche. Et vous voyez qu'après, ça se trace vraiment tout seul. Pourquoi c'est important d'avoir cette courbe? C'est que ça va vous dire où est-ce que vous allez avoir des réflecteurs sismiques. Vous allez avoir des réflecteurs sismiques à la limite entre les roches ductiles et les roches fragiles. Donc, on s'attend à voir des choses différentes qui vont pouvoir être séparer la croûte en croûte supérieure fragile, croûte inférieure ductile. A priori, ça devrait être un niveau de réflecteur sismique. Mais on se doute que c'est ça qui va faire le plus beau réflecteur sismique. On a de la, on a la courbe inférieure, la croûte inférieure qui est très ductile, qui est au contact sur du manteau qui, lui, au contraire, est très fragile. Ça va faire un très très beau réflecteur sismique. Et donc, c'est pour ça que le mot est assez souvent sur les profils le plus beau réflecteur sismique parce que c'est là où on a le plus fort contraste de densité. Donc, pensez-y bien comme méthode, hein, c'est vraiment pas compliqué. Vous tracez toujours la colonne de roches que vous avez vraiment. Vous choisissez les courbes de fluage des roches qui sont vraiment là. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à tracer. Et donc, n'oubliez pas, hein, quand on s'arrête, ben, si on n'a pas encore atteint la courbe de feuillage de la roche, il faut retourner sur la droite de Bierlé et donc retrouver un comportement fragile.
Vous pouvez aussi parfois avoir à faire ce schéma pour expliquer où on va trouver des séismes naturels. On a des séismes chaque fois qu'on franchit la droite de Bierlé. Donc ça veut dire que vous n'avez pas des séismes sur toute l'épaisseur de la croûte. Vous vous attendez à avoir des séismes dans la croûte supérieure, mais aussi des séismes dans la partie supérieure du manteau, sous le Meaux. C'est l'endroit où naturellement peuvent se produire des séismes chaque fois que la roche est soumise à des contraintes anisotropes suffisamment fortes pour la faire casser. Ben, on ne peut faire casser que le manteau, la croûte supérieure et la partie supérieure du manteau lithosphérique. Le reste se plisse et donc fait pas de séisme. Mais ici, on s'en fiche parce que c'est nous, avec le camion vibreur, qui envoyons des ondes et qui les récupérons. Donc ça, c'est facile parce qu'on est en dehors de la chaîne de montagne. Donc on a quelque chose de tout à fait standard qui est le profil que vous connaissez déjà. Maintenant, si on continue à vouloir tracer le mot dans la montagne, il se passe quoi? Comment je continue ici? Oui. C'est des réflecteurs sismiques. Donc on vous demande d'interpréter les réflecteurs sismiques. On dirait qu'on voit deux fois du mot. Bah, il faut le faire tel quel. Là, j'ai l'impression que je peux poursuivre avec un beau réflecteur sismique, puis c'est en continuité avec le mot que j'ai trouvé à l'extérieur. Il n'y a pas de raison. Mais ça, c'est aussi beau que ça. Pourquoi est-ce que je dirais que c'est pas ça le mot? Et donc, je me retrouve avec un dédoublement, hein, à cet endroit-là. Donc là, c'est à peu près sûr que ça, c'est de la croûte continentale. Mais ma question, c'est qu'est-ce qui se passe ici? J'ai du matériau qui ne fait pas de beau réflecteur sismique, donc comment je l'interprète? Donc ça va être toujours la limite des profils sismiques. Ça vous donne quelques belles discontinuités qu'on arrive bien à interpréter, mais il y a des secteurs où ça ne suffit pas. Donc on va aller regarder avec les anomalies gravimétriques et les densités pour essayer de savoir ce que j'ai là, c'est de la croûte ou c'est du manteau. C'est pas évident, ça peut être de la croûte ductile, ça fonctionnerait. Pourquoi est-ce que je vais me dire qu'il y a peu de chances que ce soit une épaisseur entière de croûte ductile? C'est parce que j'aurai ici de la croûte ductile au contact de la croûte ductile. Pourquoi ça ferait un réflecteur? C'est improbable. Pour que ça fasse un beau réflecteur, ça veut dire qu'il y a au moins un petit peu de manteau, quelque part par là, mais où s'arrête exactement la croûte, ça, je sais pas. Et puis je ne sais pas non plus hein, si par là, est-ce que la croûte, elle s'arrête? Ou est-ce qu'elle devient, heu, on perd sa trace sismique? Hein, ça aussi, ce ne sera pas forcément clair et on va aller le chercher avec les densités que va nous donner la gravimétrie. Donc il y a une forte complémentarité entre la sismique et la gravimétrie. La gravimétrie vous donne des masses, mais pas le fait qu'il y ait une répartition complexe comme ça. La sismique vous donne quelques beaux réflecteurs, mais vous donne pas l'épaisseur des de la croûte par rapport au manteau. Et puis, on retrouve ici, on le retrouve là. Donc là, on n'a pas trop de soucis. La distinction entre la croûte fragile et la croûte ductile, donc on l'attend ici en théorie sur 15 kilomètres. Donc là, on a quand même beaucoup de réflecteurs qui sont dans la partie ductile. Et puis un beau réflecteur sismique ici aussi entre les zones sédimentaires et les zones de granitoïdes. Entre donc le socle et les sédiments, là aussi, on a un réflecteur qui fonctionne plutôt bien. Et donc, ce qu'on vient de mettre en évidence ici, c'est une racine crustale. On l'a supposé de croûte continentale parce qu'on arrivait à voir le mot.
Donc ça veut dire que c'est pas du manteau, qu'on l'a interprété comme étant la croûte. Et donc, vous voyez qu'ici, on propose aussi une racine crustale asymétrique. Elle descend de ce côté-là, mais là, a priori, on est obligé de remettre du manteau, sinon il n'y a pas de contraste suffisant et on n'a pas à nouveau un mot. Donc ça, c'est vraiment une signature de chaîne de collision. Cette racine franchement asymétrique, ça vous dit que cette plaque, donc l'Europe, est passée sous la zone afro-apulienne. Alors que si on avait une racine crustale symétrique, on serait pas parti sur une hypothèse de chaîne de collision. On aurait dit, bon, bah, c'est une montagne, mais a priori, pas une chaîne de collision où une plaque passe sous une autre. Si c'était symétrique, bah, tu n'aurais pas ça ici. Tu verrais le mot qui revient et qui fait exactement la même chose, hein, là, il est descendu progressivement, qui remontera progressivement. Or, ce qu'on voit là, c'est qu'il y a du manteau. Il y a même du manteau qui s'est inséré entre les deux croûtes continentales. Donc, vous voyez que c'est pas si facile à interpréter un profil sismique. Et si on n'a que le profil sismique, il peut y avoir plusieurs interprétations alternatives. Et c'est pour ça qu'on va toujours compléter avec les profils de densité pour pouvoir trancher entre plusieurs hypothèses. Donc, on va rajouter les anomalies gravimétriques. Et une fois qu'on a les anomalies gravimétriques, en utilisant aussi les réflecteurs sismiques pour placer le mot, on va replacer les différentes densités et on va aller interpréter le secteur. Donc là, ils ont additionné les deux, ce qui fait déjà un début d'interprétation. Donc nous, on a déjà interprété ce réflecteur sismique comme étant la limite entre croûte et manteau. Donc on a déjà interprété ça comme étant le mot. Ils nous disent qu'il faut une zone de forte densité, une zone de plus faible densité. Donc ça, c'est la croûte inférieure qu'on a assimilée à Degnès. Ça, c'est la croûte supérieure. Ça, c'est des sédiments, donc en périphérien. Il n'y avait pas de souci, donc forcément, on le retrouve sans trop de difficultés. Mais la grande question, hein, qu'on se posait, c'est comment ça s'agence ici? Donc, a priori, le profil de densité est compatible avec une croûte continentale dédoublée. Hein, nous, ce qu'on n'arrivait pas à voir, c'était la limite haute de cette croûte continentale. C'était pas du tout évident. Et puis, on voit qu'il faut mettre du matériel dense entre les deux croûtes. Hein, ça, on l'avait déjà supposé. Et donc, ce matériel dense entre les deux croûtes, bah, a priori, c'est du manteau. Mais du coup, pour la zone ivrée, où on a un pic de gravité, on va être obligé d'interpréter ça comme un morceau de manteau qui remonte. Et c'était pas flagrant sur le profil écorce, mais là, ce sont les anomalies gravimétriques qui nous disent c'est pas possible d'imaginer ça autrement. Euh, L'anomalie gravimétrique positive est tellement forte, il faut qu'il y ait du manteau à cet endroit-là, sinon j'aurais pas une anomalie gravimétrique comme ça. Donc là, qu'est-ce qui est de commun à toutes les chaînes de montagnes? C'est on a trouvé une racine crustale. Qu'est-ce qui est particulier à une chaîne de collision? On a trouvé qu'elle est asymétrique. Et qu'est-ce qui est particulier aux Alpes et qui ne sera pas généralisable? C'est qu'on a ici ce qu'on appelle un coin de manteau. Donc un coin, c'est comme les coins qu'on utilise pour mettre dans le bois avant de taper dessus pour arriver à fendre le bois. Ça veut dire que c'est vraiment une structure triangulaire qui vient s'insérer. Et donc on a un petit fragment de manteau à cet endroit-là. Donc ça, c'est particulier à l'histoire des Alpes et c'est pas du tout généralisable.
Donc à part AG2E, vous n'aurez jamais de profil écorce tout seul, parce que vous voyez que c'est trop difficile à interpréter. Mais par contre, des choses comme ça, oui. Profil écorce déjà préinterprété à l'aide des variations de densité, ça oui. Et c'est à vous de les compléter et donc de placer correctement les limites. Et c'est pour ça qu'il faut connaître l'épaisseur normale d'une croûte continentale, entre 30 et 35 kilomètres, pour être sûr de bien placer le mot. Par exemple, une erreur aurait pu être de le mettre à la limite, qui est ici la limite entre croûte supérieure et croûte inférieure. Mais n'oubliez pas, le meilleur effecteur sismique, c'est toujours le mot. C'est toujours la différence entre croûte et manteau. Et donc ici, c'est fortement interprété. Donc finalement, ils arrivent à peu près à la même chose que nous, avec la plaque européenne qui rentre en subduction. Alors vous remarquez que par rapport à l'interprétation qu'on a fait, ils descendent beaucoup plus loin, la font descendre beaucoup plus loin, parce que effectivement, en termes de densité, on a corrigé depuis le modèle que je vous ai donné, et on a tendance à prolonger un petit peu plus la, la racine crustale. Peut-être c'est un petit peu exagéré même sur celui-là. Donc pour n'importe quelle chaîne de montagne, vous devez être en mesure de mettre en évidence une racine crustale. Donc technique classique, les anomalies de Bouguer. Donc ça veut dire qu'il faut que je sois capable de faire un schéma très rapide pour expliquer pourquoi j'interprète les anomalies de Bouguer comme étant quelque chose qui a lieu en profondeur. Donc commencez pas par dire je vais faire la correction de machin, la correction de truc. Il y en a pour une demi-page. Vous faites tout se passe comme si on rasait les montagnes et qu'on détruisait tous les reliefs environnants. Point. Donc, tout s'explique par les différences en profondeur par rapport à la référence. Ma référence est une croûte continentale de 30 km d'épaisseur, donc ici j'ai une croûte qui est forcément plus épaisse. Point fini. Il faut que ça soit l'épreuve sur document, vous arrivez rarement au bout, donc essayez d'apprendre à être hyper concis. Et donc, il faudra généraliser ça à toutes les méthodes de géologie. Comment je présente toutes les méthodes de géologie en une ou deux phrases qui me suffisent à justifier mon interprétation. Et pareil, bien sûr, pour toutes les méthodes de bio. Comment je présente toutes les méthodes de bio en une ou deux phrases juste pour justifier mon interprétation. Donc, soit je travaille sur les anomalies gravimétriques, soit je travaille sur la sismique, qui va me donner aussi la profondeur du mot. Et pour avoir la structure détaillée, on va travailler en sismique réflexion, en profil écorce. Les profondeurs, il faut vous attendre à avoir des profondeurs au minimum de 50 km, voire 80 ou 100 si c'est l'Himalaya. Vous avez dû faire cet exercice d'isostasie en première année. En gros, la racine crustale, selon les valeurs qu'on prend, c'est 5 à 6 fois l'altitude de la chaîne de montagne. Donc, quand je fais le dessin, il faut que ce soit en proportion. Si j'ai choisi par rapport à l'altitude de faire ça comme relief en chaîne de montagne, je ne fais pas la même chose parce que souvent vous faites à peu près la même amplitude en profondeur. Non, il faut vraiment que je fasse 5 à 6 fois, et puis comme je connais que des chaînes de collision, que je le fasse asymétrique. Donc essayez de ne pas trop exagérer les reliefs, hein, puisque vraiment c'est la racine crustale qui est souvent on prend même la valeur de 5,6 fois cette altitude. Donc, dessinez toujours les racines crustales, hein, beaucoup beaucoup plus profondes que le relief. Si vous avez exagéré le relief pour que ça se voit, ce que j'ai fait là, alors il va falloir exagérer la racine crustale aussi. On a dit qu'elle était dissymétrique, mais parce que c'est une chaîne de collision. Donc, à l'agro, on croise que des chaînes de collision, pas de souci. À G2E, faites attention, parce que parfois, ils vous proposent des montagnes un petit peu différentes. Donc, vous pourriez un jour tomber sur une chaîne de montagne avec une racine qui est symétrique, parce qu'on n'est pas en train de vous proposer une chaîne de collision et on s'attend justement à ce que vous vous en étonniez. Donc, on va démontrer pourquoi
cette racine crustale est asymétrique dès qu'on a une chaîne de collision. Donc ça va nous amener à construire la structure d'une chaîne de collision avec la structure en prisme, hein, constituée d'écailles tectoniques qui viennent s'empiler. Et là, les Alpes sont assez représentatives de ce qui se passe d'habitude. On a un empilement qui dépend aussi de l'âge et qui retrace aussi une intensité du métamorphisme. Donc elle est relativement classique, on va dire, euh, assez représentative des chaînes de collision. Donc ce qui va faire l'asymétrie de cette racine crustale, c'est parce que, dans les chaînes de collision, tout démarre par la subduction de l'océan. Mais la lithosphère océanique, elle est accrochée à une lithosphère continentale. Donc là où est passé l'océan, c'est là où passera le continent. Donc le continent, il va suivre en subduction jusqu'à ce que ça se bloque. Et la subduction d'un continent, ça s'appelle une collision. C'est pas, vous vous laissez pas influencer par le langage courant, les collisions de voitures qui rentrent frontalement, pas du tout, hein. Quand on parle de collision, on veut dire subduction continentale, qui passe sous l'autre. Alors dites pas qu'il y a une plaque qui est passée dessus, parce qu'on a l'impression que vous l'avez soulevée, ce qui est tout à fait impossible. Au contraire, on va montrer que c'est l'augmentation de densité qui fait qu'il y en a une qui passe sous l'autre. Donc c'est du sous-charriage, qui passe dessous. Donc une façon de montrer que c'est une chaîne de collision, c'est de montrer qu'il y a un océan qui a disparu par subduction, puisque c'est ça le point de départ. Et ça, c'est ce qu'on a fait en TP. Donc pour montrer que c'est un océan, ça dépend de la nature des roches. Donc il faut que vous allez dans les ophiolites pour prouver que c'est bien du plancher océanique. Et pour prouver qu'il a bien disparu par subduction, on a utilisé le métamorphisme, puisque c'est le métamorphisme qui nous a permis de placer des roches dans le faciès schiste vert, dans le faciès éclogite. Ce gradient n'étant compatible qu'avec de la subduction, on montre que les ophiolites ont disparu par subduction. Si c'est des ophiolites, c'est l'océan. Donc l'océan a disparu par subduction. Mais, bien sûr, les morceaux que l'on étudie, nous, sont en partie remontés. Donc l'essentiel de l'océan a disparu et quelques fragments ont remonté, ce qui nous a permis de retracer son histoire. Ah, donc faites bien attention, il nous faut les deux, pas juste le faciès. Il faut savoir quelle roche c'est pour savoir quelle histoire vous racontez. Si c'est des ophiolites, vous racontez l'histoire de l'océan. Si c'est des roches acides, vous allez raconter l'histoire du continent. Donc on s'était placé exclusivement à l'intérieur de l'océan. On avait pris des, des massifs ophiolitiques dans le Kéra et dans le Viso. Donc on était bien sur des massifs ophiolitiques et on arrivait à démontrer la subduction océanique. Mais quand on avait travaillé sur la carte métamorphique, on avait aussi repéré que les massifs cristallins internes étaient métamorphisés, qu'ils avaient eux aussi un faciès, alors schiste bleu pour certains, mais plus souvent un faciès éclogite. Et donc on avait montré aussi que les continents peuvent rentrer en subduction et peuvent atteindre le faciès éclogite. Et on avait utilisé aussi la présence de cohésites dans Doramera pour montrer aussi qu'il peut y avoir une subduction des continents. Donc il y a subduction de l'océan, mais il y a aussi subduction des continents pour les massifs cristallins internes. Donc comme c'est une chaîne de montagne, une chaîne de collision, une chaîne récente, nous, tout ce qu'on voit, c'est uniquement le gradient de subduction. Les roches descendent et remontent alors qu'on a toujours cette anomalie froide, même pour le continent. Donc on va rester dans cet unique gradient haute pression, basse température. Ça, c'est pas généralisable. Ça, c'est parce que les Alpes sont une chaîne de montagnes récente. Quand on va travailler sur les massifs anciens, donc massif armoricain, massif central, les Vosges, etc., on va montrer que c'est aussi une chaîne de collision, mais une chaîne de collision ancienne. Donc qui a eu le temps de se réchauffer progressivement et donc de faire disparaître ce gradient de basse température, haute pression. Donc dans une vieille chaîne de montagne, on va progressivement passer de ce gradient de basse température vers un gradient
température tout à fait normale, 20 degrés par kilomètre. Donc en fait, il y a 2 gradients possibles pour une chaîne de collision. Vous êtes sur une chaîne de collision récente, vous voyez l'anomalie froide. Parce que les roches qu'on voit en surface sont montées et descendues dans le même contexte, hein. On est vraiment au moment de la formation de la chaîne de montagne. Vous prenez une chaîne de montagne ancienne, bien en gros, hein, les 30 premiers kilomètres de croûte ont disparu. Donc tous les indices que vous aviez, qui sont ceux qu'on trouve aujourd'hui dans les Alpes, disparus aussi. Donc qu'est-ce qui vous reste dans ces vieilles chaînes de montagne? Il vous reste la croûte profonde. Et la croûte profonde, elle a largement eu le temps de se réchauffer. Donc, dans une chaîne de montagne ancienne, pour montrer qu'elle est de collision, je vais surtout pas chercher des faciès schiste bleu, des faciès éclogites. Il y en a plus, ils ont complètement disparu. Je vais au contraire chercher des faciès amphibolites et des faciès granulites. Et c'est ça qui va signer la collision parce que je suis à la base d'une vieille croûte. Donc forcément, toute l'anomalie thermique froide a disparu et il y a eu plusieurs dizaines de millions d'années qui se sont passées, donc les réactions métamorphiques ont eu le temps de se faire. Tous les minéraux caractéristiques de l'anomalie froide ont disparu, ont réagi et on ne les retrouve plus. Donc 2 gradients possibles dans les chaînes récentes, dans les chaînes anciennes. Les 2 sont aussi significatifs l'un que l'autre. Donc vous mélangez pas et n'allez pas chercher schiste bleu ou éclogite. Quand on va travailler sur les massifs anciens, il nous faut amphibolite granulite. Petit exercice. On va travailler sur la fameuse cohésite qu'on a trouvée dans Doramera. Donc, on a ici la droite de réaction, hein, qui limite le faciès des éclogites standard, on va dire, du faciès éclogite d'ultra haute pression. Donc, on est au-delà de 2 gigapascales. Le quartz à basse pression qui transforme la cohésite à haute pression. Comment est-ce que le thésard qui travaillait là-dessus a découvert qu'il y avait de la cohésite dans Doramera? Ça, c'est extrêmement zoomé. Donc c'est pas ça qui a attiré son œil, c'est que quand il a travaillé sur une quartzite, hein, il était sur des roches continentales et il cherchait une quartzite à grenat, puisque les grenats sont des marqueurs métamorphiques et il a repéré que tous les grenats étaient fracturés. En fait, c'est ça qui a attiré son œil et il est allé zoomer et quand il zoome à l'intérieur d'un grenat, tout ça, c'est le grenat. On le voit en lumière polarisée analysée, hein, le grenat a une disposition d'atomes isotropes, donc il est parfaitement noir en lumière polarisée analysée. Et il a repéré que au centre des fractures, on avait toujours ce motif-là, quartz, cohésite. Donc à vous de faire une série de schémas expliquant la disposition quartz-cohésite et la fracturation des grenats. Vérifiez bien à la fin que vos grenats sont fracturés. Faites une série de schémas.
La coésite, c'est juste c'est la silice. La réaction, c'est quartz donne coésite ou coésite donne quartz. Tout ça est dans la même formule, SiO2. Mais il faut à la fin faire fracturer le grenat quand même. Et le quartz et la coésite, elles sont pas fracturées. Non. Allez-y, essayez plusieurs scénarios, puis voyez à la fin, est-ce que le quartz se fracture ou pas. Mais il faut vraiment expliquer quand est-ce que vient le grenat, quand est-ce qu'apparaît la coésite. Il faut qu'on ait toute la succession et qu'à la fin, le grenat casse. Si c'est ça reconnaît à la réaction chimique entre ces petites de la coésite. Ce serait pas juste ça, le quartz soit déjà dans du grenat. Donc tu transformes du quartz en coésite, Oui. plus compact. Il y a un trou. Et le grenat ne fracture pas. Au contraire, il est soumis à moins de pression. Tu avais du quartz, tu le transformes en coésite. Bah oui, t'as le. Ah bah non! C'est une réaction sensible à la pression, donc forcément, ça veut dire que la coésite est plus compacte que le quartz. Donc là, tu réduis le volume, ça craque pas. Donc, tu as un bon point de départ, mais il faut que ça craque maintenant. Quand la coésite se forme, il fasse craquer le grenat. Le problème, c'est que cette coésite, elle se forme à partir du quartz et que la coésite prend moins de place que le quartz. À partir, c'est-à-dire que le quartz diminue. Bah oui, le tout va faire moins de volume. Si tu prends un volume de quartz, que tu le transformes une partie en coésite, bah, ça prend forcément moins de volume. Et si on commence par la coésite Ah bah peut-être que ça va changer les choses. Eh ben essaye, tu vas voir. Savoir si ça pousse. Bah, tu fais ton. Pousser. Ah ben non, il faut que dans ton réflexion, il faut que le quartz prenne plus de volume que la coésite. Sinon, la réaction serait dans l'autre sens, hein, puisque c'est une réaction sensible à la pression. On a demandé une série de schémas. Donc il faut une série de schémas. Donc, Du grenat, elle est comment par rapport au quartz? ah bon, on n'en a absolument pas besoin. Non. Courbe de Flesch, c'est pour du comportement. Ah, tu veux savoir pourquoi ça fracture? Oui. Là, dans toutes les situations, ça fracture. Ouais, ouais. Justement, c'est beaucoup plus simple que ça.
Donc, ce qu'on aurait bien envie de faire, c'est par principe d'inclusion, bah, on fait d'abord apparaître le quartz, puis ensuite on fait une augmentation de pression. Une partie du quartz se transforme en périphérie en cohésite. Et puis après, ça peut même être dans les conditions pareilles. On ferait apparaître tout autour du grenat. Donc en termes de chronologie relative, hein, ça se tient très bien. Mais pourquoi est-ce qu'il est fracturé ce grenat? Il arrive après. Donc évidemment qu'il ne sera jamais fracturé. Donc ça marche très très bien en termes de chronologie relative, mais ça ne nous explique pas du tout pourquoi on a un ensemble siliceux qui n'est pas fracturé et le grenat seulement qui est fracturé et surtout à partir de cet élément siliceux. Donc ça marche en termes de chronologie relative, mais c'est pas fracturé. Donc bah évidemment, ça marche pas. Ce qu'on aurait envie de faire, c'est de dire bon bah ok, on part d'un élément de quartz puisque c'est lui qui est au centre, mais peut-être qu'il est déjà dans un grenat. Donc pourquoi pas, hein, donc ça veut dire que le quartz se forme en premier. Alors peut-être parce qu'il est tout simplement dans la roche initiale qui est une roche sédimentaire, puisqu'on a dit que c'était une quartzite, donc une roche très riche en, en quartz. Puis qu'ensuite, il y aura un grenat qui se développerait. Donc ça, on sait que c'est forcément une augmentation de pression, puisqu'un grenat est marqueur de haute pression. Et puis que ensuite, par encore augmentation de pression, parce qu'il faut vraiment être dans la haute pression pour que le quartz se transforme en cohésite, bah, une partie de ce volume de quartz se transforme en cohésite, et effectivement, du coup, bah, il va se retrouver à l'intérieur du grenat. Donc, toujours en termes de disposition, cette hypothèse tient la route. Seulement, j'oublie pas que je veux faire craquer ce grenat. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai transformé du quartz stable à faible pression en cohésite stable à forte pression. Donc, d'après ce qu'on a vu sur la thermodynamique dans le cours métamorphisme, ce qui est stable à haute pression est forcément plus compact, plus dense. Donc, j'ai transformé un minéral assez peu dense en minéral beaucoup plus dense. Donc, en fait, entre les deux, là, je devrais avoir peut-être même un trou, un espace. Ça diminue la pression exercée sur le grenat. Donc, ben, le grenat, il ne va pas fracturer. Je devrais avoir au contraire ici un espace. Donc, la disposition est bonne, mais ça ne fracture pas. Bon, bah alors comment on fait pour fracturer? Oui, exactement, vous êtes obligé d'inverser. Donc, bah, il y a une première étape, cette roche sédimentaire, il faut qu'elle passe à très forte profondeur, qu'il se forme de la cohésite, et que à cette profondeur-là, il y a du grenat tout autour, qui vient de se former aussi. Donc, ce qui n'est pas aberrant, hein, ce sont deux minéraux de haute pression, donc pourquoi pas. Ensuite, il faut la faire remonter plutôt que de la faire descendre. Parce que si je la fais remonter, je transforme un minéral très compact, la cohésite, en un minéral beaucoup moins compact. Et là, souvent, pourquoi vous n'êtes pas allé vers cette hypothèse? C'est parce que vous avez en tête ce qu'on a fait en TP, où les réactions métamorphiques se font en périphérie, quand on avait travaillé, par exemple, sur la formation de hornblende à partir du pyroxène. Mais c'est pas du tout la même chose. Quartz donne cohésite, c'est ce qu'on appelle des réactions d'inversion. Ça veut dire qu'elles ont exactement la même formule chimique. Elles ont besoin de personne. Alors que la hornblende, il fallait des atomes du pyroxène et des atomes du plagioclase. Donc forcément, elles sont à la frontière entre deux minéraux. Si j'ai minéral A plus minéral B qui donne un minéral C, bah forcément, ce que je vais voir, c'est que ça va se mettre à la frontière autour du principal minéral qui donne le plus d'atomes. Mais c'est forcément à la frontière puisqu'il me faut des atomes de l'autre minéral. Ici, c'est pas le cas. Ici, c'est pas le cas, il y a besoin de rien d'autre. Donc, on va pas forcément avoir le nouveau minéral qui va s'installer en couronne. Et ici, on voit que c'est même le contraire. Apparemment, la pression
est plus faible au centre de ce système. Et donc, puisqu'il n'y a pas besoin d'atomes extérieurs, ça peut démarrer du centre. Et c'est ça la petite bizarrerie de cet exercice. C'est que le quartz se retransforme non pas en périphérie, mais là où la pression est plus faible. Et donc ici au cœur, on retrouve de la cohésite en périphérie. Mais là, on voit qu'on a transformé de la cohésite en quartz, plus grand volume. Ça fait une fracture. Repérez que le quartz n'est pas fracturé, mais que la cohésite, elle l'est. Alors, ce qui est dommage, c'est que ça ne se voit bien qu'en lumière polarisée analysée, ou justement, on ne voit pas les fractures du grenat. Parce qu'on aurait bien aimé voir si c'était en continuité. Alors, sachant que c'est la même image, hein, ça paraît quand même assez probable que les fractures de la cohésite soient en continuité avec les fractures du grenat. En tout cas, c'est comme ça que je vais l'interpréter, parce que c'est ça qui est le plus logique. Si vous avez un volume au centre qui pousse, ça va fracturer tout ce qui est en périphérie. C'était pas tellement ça qui a rendu célèbre ce chercheur, parce que bon, ça c'est un petit exercice de métamorphisme. Pour eux, ils font ça en L2, L3. C'était pas ça qui l'intéressait. Mais ce qui l'intéressait, c'était ça. Qu'il y a une quartzite qui a été portée à très haute pression. C'est ça qui était révolutionnaire. À l'époque où il a commencé sa thèse, tout le monde était d'accord sur la subduction océanique, pas de souci. Mais le modèle pour les continents, c'était que les continents, ça flotte. Et ce qu'il a démontré en trouvant ces grenats fracturés, c'est qu'il peut y avoir de la cohésite. Or, la cohésite, hein, la réaction quartz donne cohésite, c'est à 2 gigapascales, donc ça veut dire que c'est descendu en profondeur. Mais descendu en profondeur, on savait déjà. Hein, du faciès éclogite, on en a déjà. Oui, mais c'est pas de l'océan. Ça, c'est du continent. Parce que c'est une roche sédimentaire siliceuse qui appartient au continent, qui appartient à Doramera. Donc, ce qu'il a démontré, c'est qu'un continent rentre en subduction. Tout ça parce qu'il a eu la curiosité de se dire, bah, tiens, ils sont bizarres ces grenats. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la sérendipité. Vous avez peut-être entendu parler. C'est les découvertes qui se font un peu par hasard parce que quelqu'un est curieux. Et il a trouvé des grenats bizarres et donc il a pensé à les zoomer. Et du coup, il a découvert cette chose révolutionnaire que les continents rentrent en subduction. Bah, tu transformes un gros volume de silice peu compact en même volume de silice, mais plus compact. Forcément, tu réduis le volume. Parce qu'on est dans un minéral stable à haute pression, un minéral stable à basse pression. Or, pour que la réaction soit thermodynamiquement possible, il faut une réduction de volume molaire. Donc forcément, la cohésite est plus compacte que le quartz, puisque c'est sensible à la pression. Et on avait montré que les réactions sensibles à la température, c'est l'entropie, au contraire, qui change d'un minéral à l'autre. Donc ça, c'est un exercice qui peut vous être donné. Ça, c'est vraiment une image très classique. Pourquoi quand tu peux pas être justement que dans le grenat et dans un Pas, parce que de la cohésite, c'est une roche métamorphique, donc elle a forcément un protolithe. Et donc, puisqu'il y a de la cohésite, ça veut dire qu'on a dû changer les modèles et il a fallu changer le modèle où on faisait disparaître que l'océan par subduction. On est obligé, pour la marge européenne, hein, Doramera, c'est à l'est, mais c'est de l'Europe, de supposer que la marge européenne rentre en subduction avant, bien sûr, de remonter, sinon on ne l'observerait pas. Et donc, on a la cohésite comme jauge de profondeur qui va nous permettre de dire qu'elle est descendue euh, profondément au-delà de 70 km de profondeur. Et donc ça, c'était nouveau, hein, on ne pensait pas que les lithosphères continentales pouvaient descendre en subduction avant de remonter.
Donc ici, ils ont fait plusieurs représentations, le chenalier pour montrer l'obduction. Et ils ont fait un grand chevauchement. Alors, il est dans les airs, mais c'est pour vous représenter qu'un fragment océanique va se retrouver directement sur la zone européenne sans jamais rentrer en subduction, contrairement à ici la zone du Queyras qui rentre en subduction avant de remonter. Et de façon curieuse, ici aussi, la zone européenne. Mais nous, on a vu qu'il manque quelque chose dans leur modèle, hein. Ça marche pas ici, hein. Ici, ils nous proposent la zone afro-apulienne totalement non métamorphisée. Il va falloir faire la même chose, hein. Il faut qu'elle descende, puisque on voit aujourd'hui qu'elle est totalement métamorphisée. Donc le modèle, là, n'est pas tout à fait satisfaisant. Alors cette subduction continentale dans une chaîne de collision, c'est totalement généralisable. C'est pas une bizarrerie des Alpes. Il y en aura toujours, mais du côté de la plaque plongeante. Par contre, ce qui est une bizarrerie des Alpes, c'est que la plaque chevauchante, que les domaines continentaux de la plaque chevauchante soient eux aussi métamorphisés, ça par contre, c'est pas généralisable. Mais que la plaque plongeante soit métamorphisée, oui, ça c'est généralisable. Pourquoi? Parce que la subduction continentale suit toujours la subduction océanique. Donc la subduction océanique, elle a pu être datée du tout début du Tertiaire, vers moins 60 millions d'années. Donc tout l'océan disparaît par subduction et, la su- et en fait ça finit par tirer et le continent descend aussi un petit peu après, donc là plutôt aux alentours de moins 35 millions d'années à l'Oligocène. Et c'est parce que on a subduction d'un continent sous un autre qu'on va avoir une racine crustale. Après vous, ça va devenir quoi? La racine crustale, la fameuse racine crustale asymétrique. C'est rien d'autre. C'est le continent qui est rentré en subduction, puis après ça coince et ça s'arrête là, et ça devient la racine crustale définitive de la chaîne de montagnes. Et c'est pour ça qu'elle est asymétrique, parce qu'elle ne provient que d'un côté, que de la plaque plongeante. Donc dès qu'on a cette subduction continentale, ça va faire ce qu'on appelle la collision, hein, parce que la collision c'est l'empilement des croûtes continentales. Donc une collision continentale, c'est jamais une collision frontale, c'est toujours une subduction d'un continent sous un autre. Et on a vu que le moyen le plus simple de le dater, c'est d'aller chercher le bassin flexural molassique. Puisque si vous avez une lithosphère continentale qui passe sous une autre, elle se déforme, alors pas à cause de la croûte, hein, à cause du manteau, c'est le manteau qui est un peu rigide et qui a du mal à se déformer, et donc qui va faire cette qui résiste un peu pour faire cette flexure et qui va créer le bassin. Et donc, dès qu'il y a un bassin, vous savez qu'il y a empilement des lithosphères continentales. Et donc, ça, on a vu sur la carte. On va aller chercher les terrains les plus anciens dans le bassin flexural. Donc, on prend avant le chevauchement, puisque ça, c'est du Miocène, mais ça, c'est de l'Oligocène. Donc, on sait qu'il y a empilement des lithosphères continentales à l'Oligocène. Donc, on peut dater très facilement l'apparition de la chaîne de montagne de l'Oligocène. C'est vraiment la façon la plus simple de dater. Et donc ça, c'est un schéma dynamique, hein. La chaîne de montagne, elle avance au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que le bassin flexural, il se déforme et qu'on a un chevauchement à l'intérieur du bassin flexural. Un chevauchement de l'Oligocène sur le Miocène, parce que le bassin lui-même, il avance vers l'avant et il est déformé par l'avancée de la chaîne de montagne. Donc on estime l'avancée à 2 millimètres par an. Ça vous paraît peut-être pas grand-chose, mais ça a permis entre l'Oligocène et le Miocène d'avancer de 70 kilomètres, d'où le chevauchement qu'il y a à l'intérieur de ce bassin flexural. Donc ça avance. Le Jura aussi avance, hein. En fait, tout ça que vous voyez de façon très fixe, j'imagine, ne l'est pas à l'échelle des millions d'années, parce que le Jura avance sur la Bresse, pour ça qu'il y a un chevauchement à l'avant du Jura. Ça avance sur la Bresse et les Alpes elles-mêmes avancent sur le bassin flexural qui lui-même avance sur le Jura. Et donc tout ça avance au fur et à mesure. Avancer au fur et à mesure, parce qu'on va voir que c'est à peu près fini. Le Jura avance encore un peu, mais il est bien le seul.
Alors la conséquence de la formation d'une chaîne de collision, ce ne sera pas généralisable à toutes les chaînes de montagne, une chaîne de collision. C'est que justement, elle fait cette flexure. Mhm. Ça va être trop souple, ça. Ah, voilà, beaucoup mieux. Ça, c'est la croûte. Donc la croûte, on lui fait faire à peu près ce qu'on veut. Extrêmement flexible. Manteau lithosphérique. Ça, c'est une autre affaire. Le manteau lithosphérique est beaucoup moins, on va dire, conciliant. Donc si j'avais que la croûte, on empile les croûtes, hop, pas de problème, il se passe rien, j'ai pas de bassin flexural. Donc c'est pour ça que sur les schémas, il ne faut pas juste empiler les croûtes, hein, il faut bien empiler les lithosphères. Parce que ce qui va faire ici la déformation, le bassin flexural, c'est le fait que le manteau lithosphérique se- a beaucoup plus de mal à se déformer. Et il fait un petit creux, mais il remonte ici. Hein, si on lui fait faire, bah, c'est facile, un petit creux là, il remonte après. Et donc, il fait un creux ici, bassin flexural. Du coup, en réaction un petit peu plus loin, il refait un bombement. Tiens, c'est le Jura. Puis il recreuse la Bresse, puis refait un petit bombement, et ainsi de suite. Mais plus vous vous éloignez de la chaîne de montagne, bien sûr, plus ça s'amortit. Donc ça fait des ondulations, des bosses, des creux, etc., qu'on va pouvoir retrouver ici. Donc la première grande flexure, hein, en creux, c'est le bassin flexural, puis ça remonte sur le Jura, puis ça redescend sur la Bresse, et puis ça fait des petites ondulations qui finissent par disparaître au sein du bassin parisien. Mais les Pyrénées vont faire la même chose. Elles ont aussi un beau bassin flexural, et elles vont aussi faire des remontées, des flexures, etc. Ce qui fait que quand on arrive dans le bassin parisien, que vous imaginiez bien tranquille, vous avez deux ondulations de la lithosphère qui viennent faire des interférences, des formes très compliquées, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des failles et un pli en plein milieu du bassin parisien. Ce qui n'est pas du tout attendu, en fait, ce sont les déformations des deux chaînes de montagne qui viennent interférer à cet endroit-là en 3 dimensions. Donc ça, c'est quelque chose que l'on reconstitue on a des modèles de terrain en 3 dimensions pour justement comprendre comment une structure comme le bassin parisien peut être réellement. Nous, on va faire toujours des choses un petit peu simplistes, hein, pas déformées, mais en fait, c'est déformé en 3D. Donc ça, c'est qu'on appelle le flambage lithosphérique. Bon, autant dire qu'on le cite, mais qu'on va plus jamais s'en occuper. C'est pour dire que quand nous, on fait une coupe bien à plat du socle, en fait, généralement, le socle, il est déformé comme ça. Hein, il est en 3D. Mais nous, on va faire simple, on va faire toujours comme s'il était strictement à plat. Donc, on laissera ça à ceux qui continueront pour faire des études de géologie, mais nous, on va pas s'en occuper. Donc ici, j'ai essayé de représenter, en exagérant un peu, ce phénomène de flambage lithosphérique. Donc la subduction continentale qui crée les Alpes, le fait que ça va donc localement faire bien sûr le bassin molassique, mais que ça va aussi faire des ondulations qu'on va retrouver un petit peu plus loin, donc ce qui porte en hauteur le Jura, mais aussi le Massif central, et qui continue mais qui s'amortit au sein du bassin parisien. Et donc plus on s'éloigne, bien sûr, plus les déformations se restreignent. Donc pour constituer ce modèle de subduction océanique puis continentale, on n'est pas allé faire des carottes. On n'a pris que des choses qui étaient disponibles en surface. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'il faut expliquer. Pourquoi est-ce que ce qui est descendu en profondeur en faisant du métamorphisme se retrouve ensuite en surface? Et puis on avait noté tout un tas d'écailles qui s'empilaient les unes sur les autres. Et donc on va essayer de construire un modèle où ça descend, mais aussi ça remonte et ça se structure en écailles progressivement empilées. Donc des écailles de manteau, des écailles de croûte et aussi tout un tas de nappes de charriage sédimentaires. Donc on retrouve, on ne saurait s'en passer, le profil rhéologique. Je pense que vous l'aviez hautement sous-estimé en première année, ce profil rhéologique. Mais en fait, on en a besoin tout le temps. On en a besoin tout le temps parce que c'est ce qui va nous permettre de savoir où se forment les écailles.
Vous l'avez généralement utilisé dans des zones stables. Comme on l'a fait tout à l'heure, on est dans une zone stable, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les roches qu'on a et on prend ce qui est pertinent. Hop, on s'embête pas. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi ça va faire des écailles. Pourquoi il y a des niveaux qui vont se décoller, se déplacer et se réempiler le long de chevauchement. Bien, le critère, c'est dès que vous changez de comportement mécanique. Quand on a deux zones qui ont des comportements mécaniques, on les soumet à des contraintes fortement anisotropes. Le niveau de décollement, c'est généralement le niveau de contraste mécanique. Donc, quand on passe de zones en comportement fragile à des zones en comportement ductile, ils ont toutes les chances de se détacher et que chacune fasse une écaille différente. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir des écailles de à peu près 15 km de croûte. Soit ce sera un fragment de la croûte supérieure, soit ce sera un fragment de la croûte inférieure. Mais la croûte a tendance à se casser en deux lors de ces phénomènes de compression. Bien évidemment, la limite croûte-manteau est aussi un très beau niveau de décollement, hein, où ça va tendance à se détacher, mais aussi à l'intérieur du manteau, entre le manteau fragile et le manteau ductile, ça se décolle aussi. Donc ça, c'est vrai aussi pour la lithosphère océanique, et c'est pour ça qu'on a autant d'écailles avec que du manteau dans la zone océanique. Ce sont des fragments de manteau qui se sont détachés et qu'on va retrouver comme massif ophiolitique, et ceux qui étaient notés UB, ultrabasite, en fait, c'est juste un fragment de manteau. Probablement un fragment de ce manteau fragile qui s'est détaché de tout le reste et qui a été déplacé le long d'un chevauchement. Ce qui a été noté F ici, c'est quoi? L'endroit où le profil rhéologique atteint quasiment l'axe des ordonnées. Qu'est-ce que c'est? C'est le sommet de la LVZ. Pourquoi est-ce que les ondes se ralentissent? Qu'est-ce que ça veut dire que ça vient toucher l'axe des ordonnées? Ça veut dire que même s'il n'y a quasiment pas de différence entre sigma et sigma 3, ça va se déformer quand même, ça va faire des plis. Donc en gros, ça plisse tout le temps. Et plus la roche est souple, et moins les ondes de compression ou de cisaillement arrivent facilement à se transmettre à travers ce matériau. Donc là, forcément, les ondes vont ralentir parce que le matériau est beaucoup trop souple pour transmettre facilement les ondes sismiques. Donc c'est le sommet de la LVZ et ça va durer pendant à peu près entre, entre 100 et 200 km, où là, la pression va à nouveau l'emporter et on n'aura plus cette zone qu'on appelle d'hyperfluage va se terminer tout simplement parce que la pression va réaugmenter à partir de 200 km et ce sera la fin de la LVZ. La LVZ, c'est pas une droite, hein, c'est une couche entre 100 et 200 km dans lesquelles les ondes sismiques sont fortement ralenties parce qu'on est dans une zone extrêmement euh, plastique qui se déforme très très facilement. Et donc la LVZ aussi est un niveau de décollement, mais généralement dans les chaînes de montagne, pas fréquent. La plupart du temps, le, le niveau de décollement est plutôt à l'intérieur du manteau. Et donc on s'attend à avoir trois types d'écailles à partir d'une croûte continentale, des morceaux de croûte supérieure, des morceaux de croûte inférieure et des morceaux de manteau. Et puis si vous faites la même chose pour l'océan, donc on reprend exactement le même système pour l'océan. Qu'est-ce qu'on a pour l'océan? Basalte, gabbro, sur 8 km, mais nous, attention, on est dans les Alpes, donc sur 300-400 mètres maxi. Donc bien sûr, loi de Berley pour la croûte océanique. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'on va avoir? Du manteau. Donc manteau, qu'est-ce qu'on voit? Bah, le manteau, il a sa courbe de fluage seulement ici, donc voilà. Donc ici, basalte gabbro, et tout le reste, péridotite. Donc là, les niveaux de décollement, c'est entre les basaltes et les gabbros et la péridotite qui est en dessous, ou le changement de comportement mécanique de la péridotite. Et donc c'est pour ça que quand on va récupérer des fragments, ben, on récupère des massifs ophiolitiques, hein, qui se sont décollés du reste et qui vont pouvoir être déplacés.
Donc parfois, exceptionnellement, ça fragmente là, mais souvent c'est l'ensemble. Et c'est pour ça que sur un massif ophiolitique, il y a souvent bien plus de serpentinites qu'il n'y a du reste. Donc les serpentinites, par contre, elles arrivent que jusque-là, à peu près 4 kilomètres. Et elles vont être aussi à un niveau de décollement. Entre serpentinite et péridotite, hein, les péridotites sont beaucoup moins souples que les serpentinites. Donc ça peut être aussi un niveau de décollement possible. Donc la lithosphère, elle reste pas unie, hein, quand elle rentre dans une collision, elle se fragmente. Décollement, ça veut dire qu'au lieu de garder l'empilement habituel sur une croûte continentale, quand les deux croûtes continentales se rencontrent, tout ça se fragmente et ces différents niveaux se déplacent indépendamment les uns des autres. Donc en gros, on peut avoir de la croûte supérieure qui va être arrachée et déplacée. Et donc on va se retrouver par exemple avec une clipe. Ça peut très facilement expliquer la formation d'une clipe. Mais une clipe pourrait aussi provenir de la croûte inférieure, un autre morceau qui s'est déplacé ailleurs. Donc pensez pas que c'est vraiment on prend deux lithosphères continentales, on les empile tranquillement, hein. Non, tout ça se fragmente. Donc l'océan a tendance à se fragmenter lui aussi et le continent également. Et c'est tout ça qui va faire les écailles. Donc ok, ça se fragmente. Mais il va falloir progressivement qu'on essaye de comprendre comment ça se réinstalle, hein, pourquoi ça s'installe en prisme. Surtout que ce prisme, il n'a pas du tout l'air aléatoire. On l'avait déjà repéré sur la carte métamorphique. Il y a un gradient d'intensité de l'ouest vers l'est. Donc ce n'est pas du tout une disposition aléatoire. Ce qui est à l'ouest est descendu assez peu. Puis plus on va vers l'est, plus c'est descendu et remonté. Donc c'est pas au hasard. Et puis on a aussi un gradient d'âge. Ce qui est au début de l'histoire de cette chaîne de montagnes, on les retrouve plutôt à l'ouest et au centre, et vers l'est, c'est beaucoup plus récent. Donc, les âges ne sont pas répartis de façon aléatoire, bon, sauf le Grand Paradis qui fait des trucs bizarres, mais euh, si on accepte pour le moment le Grand Paradis et la zone afro-apulienne, on a une disposition qui n'est pas du tout aléatoire dans les âges et qui n'est pas du tout aléatoire dans l'intensité du métamorphisme. Donc, ça veut dire que dans le modèle qu'on propose, il faudra en tenir compte. Le modèle classique, un petit peu simpliste, mais c'est pas grave, on va l'accepter pour le moment, qui va nous expliquer pourquoi ça remonte. Parce que le plus bizarre, hein, quand même, c'est que ça remonte. Donc, on imagine une subduction qui fait disparaître l'océan. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on retrouve des morceaux d'océan? Donc, première possibilité, on a l'océan qui n'a jamais été en subduction, et lui, on a un accident tectonique à sa base qui va lui permettre de se déplacer dans ce qu'on appelle une obduction. Donc lui, c'est relativement simple. Pourquoi il est en surface? Parce qu'il l'a toujours été. Un petit peu plus compliqué, qu'est-ce qu'on fait avec les massifs ophiolitiques du mont Kéras, puisque on a vu qu'ils étaient dans le faciès schiste bleu, donc ils sont forcément descendus en profondeur. Et qu'est-ce qu'on fait avec ceux du mont Viso qui sont descendus encore plus loin, puisqu'on est sur le faciès des éclogites. Donc on est obligé d'imaginer qu'ils ont été portés en profondeur, mais il faut imaginer qu'ils remontent, hein. C'est quand même des massifs de plusieurs kilomètres. Donc si on reste avec le modèle habituel de péridotite, avec ces grains bien jointifs, et qu'on essaye de faire remonter des massifs montagneux à travers de la péridotite, non, ça marche pas, évidemment. Mais si on fait ça, c'est qu'on a oublié une chose. On a oublié le métamorphisme, que le métamorphisme du faciès schiste bleu fait sortir de l'eau, que le métamorphisme du faciès éclogite fait sortir de l'eau. Donc, les massifs en question, ils ne sont pas au contact de la péridotite, ils sont au contact de la péridotite et de l'eau, ils sont en contact avec de la serpentinite. Et ça change tout, parce que la serpentinite, elle est ductile. Elle est très, très ductile. Elle a ces minéraux
en écailles du serpent qui peuvent glisser les uns par rapport aux autres. Imaginons maintenant qu'on ait des fragments qui se détachent, un petit fragment ici, puis un petit fragment là. On les met en contact avec de la serpentinite. Et puis, cette plaque, elle continue à descendre, du fait de sa densité, hein, c'est qu'elle est plus dense que le manteau environnant. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est plus dense que le manteau environnant? Ça, c'est le métamorphisme. Le métamorphisme, puisqu'on est dans un métamorphisme de haute pression, crée des minéraux plus compacts à partir des minéraux précédents. Donc, ça veut dire qu'on a progressivement une augmentation de densité de la plaque plongeante. Et elle devient beaucoup plus dense que le manteau environnant. Donc, on va avoir ce qu'on appelle une traction de la plaque plongeante parce qu'elle est plus dense. Elle est plus dense, elle tire, elle s'enfonce. Donc, elle a un mouvement relatif par rapport au manteau, hein, si on décrit ce mouvement relatif, on a ce mouvement de cisaillement. Donc, les géologues, ils ont essayé. Est-ce que, en faisant un mouvement de cisaillement, avec juste sur la surface supérieure du matériau ductile, et puis on prend des petits grains, est-ce qu'on peut arriver à les faire remonter? Bah oui. Donc, je vous conseille d'essayer. Vous vous mettez sur un plan de cuisine, vous mettez des olives, vous rajoutez de la pâte à pizza et vous cisaillez votre pâte à pizza. Bah, les olives, elles vont se déplacer, emportées par le cisaillement de la pâte à pizza. Donc, si on a du matériau ductile, on peut faire déplacer des fragments qui sont capables de remonter. Et on va les retrouver. Mais ça ne marche que si on met de la serpentinite. Hein, si on fait des modèles dans lesquels c'est de la péridotite solide dure, à ce moment-là, les forces de frottement sont trop importantes et les blocs ne remontent pas du tout. Et puis bien sûr, il y a une profondeur au-delà duquel ça remonte plus. Donc c'est pas tout la lithosphère, la croûte océanique qui peut être échantillonnée, hein, c'est seulement les fragments qui se sont détachés pas trop profonds qui vont pouvoir remonter. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse du canal serpentineux. Hein, parce qu'on suppose qu'il y a un secteur là où il y a de la serpentine, le long de la plaque plongeante. Donc c'est un modèle de remontée ductile à travers la serpentine. Et au fur et à mesure du temps, on s'attend à ce que ce canal serpentineux il s'épaississe, hein, qu'il y ait de plus en plus d'eau, et que donc ce soit de plus en plus facile de faire remonter différents fragments. Donc si le canal il s'épaissit au fur et à mesure du temps, on va pouvoir avoir un déplacement des éléments qui remontent. Ils vont pouvoir remonter au début le long de la plaque plongeante et puis après ils vont pouvoir s'installer sur toute la largeur du canal serpentineux. Et puis à la fin, si on a quelque chose d'extrêmement souple, eh ben, on pourra faire remonter le Grand Paradis, qui est quand même une belle montagne, à travers un canal serpentineux qui est déjà fortement développé. Et c'est exactement ce qu'on voit, le Grand Paradis, il est très récent. On n'a pas de remontée de gros blocs comme ça, en plein milieu de l'océan, avant, hein. C'est une fois que le canal serpentineux est bien développé, alors oui, on peut refaire remonter des très gros blocs. Donc ça, c'est un modèle qui a permis de comprendre pourquoi ça remontait, parce que pendant longtemps, on voyait bien pourquoi ça descendait, puisque c'est plus dense. Mais quand vous mettez quelque chose de plus dense, a priori, c'est pas censé remonter, c'est censé tomber et descendre. Donc il faut bien rajouter le cisaillement pour que ça remonte. Pour que ce modèle marche, il faut cisailler, sinon vous n'avez pas le moteur. Et il faut le faire dans un matériau qui fasse pas trop de force de frottement, sinon ça ne marchera pas. Et donc pour qu'il soit ductile, ce qu'il faut bien dessiner, c'est de l'eau. S'il vous manque un des éléments, ça va plus fonctionner. Alors pourquoi je dis que ce modèle est un peu simpliste? Parce que la Dora Mera va pas être métamorphisée et la marge apulienne non plus. Donc c'est un modèle juste pour l'océan. Ici, on a aussi dessiné le prisme d'accrétion. Donc ça veut dire que ce sont les sédiments océaniques
Une partie est emportée en profondeur et on les revoit plus, mais une partie des sédiments vient tout simplement s'insérer par-dessous, hein, et c'est ça qu'on appelle un prisme d'accrétion. Donc une série de petites écailles tectoniques d'origine sédimentaire formées par l'apport de la plaque plongeante. Et on a une remontée des différents massifs ophiolitiques à l'intérieur de ce prisme d'accrétion. Et donc c'est pour ça que tous les massifs ophiolitiques, ils sont dans ces schistes lustrés systématiquement. Maintenant, vous comprenez peut-être mieux pourquoi, quand on a des remontées de croûte continentale, elles sont toujours entourées de serpentinite. Parce qu'en fait, c'est les restes du canal serpentineux qui remontent avec et qu'on va retrouver autour. Le Grand Paradis aurait certainement pas pu remonter s'il n'était pas entouré de serpentinite qui s'est déformée de façon ductile. Donc en gros, c'est la serpentinite qui sert de couche savon ici, hein. Donc ça nous explique pourquoi on arrive à retrouver quand même les traces du métamorphisme, pourquoi ça remonte. La structure en écaille, ben, on va proposer en gros la même chose que pour un prisme d'accrétion, mais au lieu de faire des toutes petites écailles sédimentaires, on va faire des grandes écailles tectoniques. Mais c'est le même principe. Quand vous avez une plaque qui rentre en subduction sous une autre, eh ben, on va proposer qu'il puisse y avoir des niveaux de décollement. Donc là, ce qui n'est pas très bien fait, c'est que c'est probablement à la limite entre la croûte supérieure et la croûte inférieure. Et donc, la croûte supérieure se détache, se décolle et vient faire une écaille en dessous. Et ainsi de suite. Et donc, effectivement, les plus jeunes seront toujours en dessous, vers l'extérieur, et les plus anciens seront vers le centre. Et ça, c'est exactement ce qu'on retrouve, hein, en termes d'âge. On a toujours les plus récents qui sont venus s'insérer par-dessous. Et c'est un peu simpliste, mais ça fonctionne pas si mal pour cette structure en écaille. Donc si les écailles sont, bien symétriques, ça n'est pas un signe de chaîne de collision. Si vous avez un éventail, mais c'est bien symétrique par rapport au centre, ce n'est pas du tout un signe de collision. Si par contre vous avez, et c'est exactement ce qu'on a dans les Alpes, une forte dissymétrie, ça veut dire que ce n'est pas juste un petit plissement qui a fait de la fracturation, puis tout s'est étalé comme un éventail. Non, c'est bien qu'on en a un qui passe sous l'autre et que ça forme des écailles d'un seul côté qui viennent s'accumuler. Et donc, c'est exactement ce qu'on a dans les Alpes. On a très peu d'écailles à l'est, beaucoup d'écailles à l'ouest. Et donc, ça aussi, c'est une signature de chaîne de collision. On peut faire quelque chose de symétrique, sinon sans paysage. Bah, par exemple, quand vous avez des cordillères, il y a des déformations intraplaques, dans ce sens-là, qui font juste ça. Et après, ça se fracture et ça peut s'étaler en prisme. Donc, la structure en prisme en elle-même, hein, n'est pas caractéristique d'une chaîne de collision. C'est chaîne de montagne tout court. Alors, est-ce qu'il va bien fonctionner? Ah, il veut pas? Zut. Bon, c'est dommage. Ça, c'est des modèles analogiques en sable, où on a représenté la couverture sédimentaire avec différentes nuances de jaune. En dessous, on a mis la croûte supérieure fragile, la croûte inférieure ductile. Donc, on change juste la taille des grains pour faire changer le comportement mécanique. Et puis, on les a fait se rapprocher. Donc, ça, c'était initialement l'océan. Et puis, ce qu'on voit, c'est que ça vient faire des écailles en dessous. Et je ne sais pas si vous pouvez le deviner, mais ça fait des anticlinaux de rampe qui viennent se mettre, hein, l'un sous l'autre. Donc là, on recrée le Jura vraiment sans aucune difficulté, parce que justement, qu'est-ce que ça fait? Ça se décolle ici, au contact entre les sédiments et la croûte. Donc, la croûte elle-même, elle peut par endroits se fragmenter, mais elle peut aussi, on le voit ici, s'enfoncer. Et la couverture se décolle et vient s'empiler sous forme d'anticlinodrome en faisant toute cette petite série d'écailles. Je crois que je l'ai mis sur le drive, celui-là. Et donc ça correspond pas si mal à ce qu'on avait vu, sur la carte, tectonique où effectivement on a une série d'écailles empilées, bien marquées vers l'ouest et très peu présentes vers l'est.
et avec les nouvelles écailles qui sont bien en dessous des écailles qui sont plus anciennes. Et puis le Grand Paradis, lui, il remonte au milieu de tout ça, hein. Lui, il est arrivé après coup et il remonte à travers le canal serpentineux. Lui, ce n'est pas une écaille de croûte qui vient s'insérer, c'est quelque chose qui est descendu et qui est remonté. Un autre moyen, quand on veut arriver à montrer qu'on est sur une chaîne de collision, c'est de montrer qu'il y a subduction par le magmatisme plutôt que par le métamorphisme. Hein, la subduction, vous avez les deux outils. Donc, le métamorphisme qui va vous donner précisément les pressions et les températures, ou le magmatisme qui va vous le donner par la chimie. A priori, les 2 devraient aller ensemble, hein. Donc si vous voyez des éléments de subduction, il faut qu'à peu près sur le même âge, vous voyez aussi du magmatisme calco-alcalin. Donc dans les Alpes, on n'en a pas énormément, mais on peut les trouver. On les avait trouvés sur la carte. Donc on vérifie bien qu'il y a le petit symbole en croix, caractéristique pour les calco-alcalins. Et donc ça, effectivement, ça nous confirme l'existence d'une subduction et d'une subduction quand à l'Oligocène, qui est bien le moment où on a le, le bassin molassique. Et donc tout ça va bien ensemble en faveur de l'existence d'une subduction à cette période-là. Donc pour une chaîne de montagne, en général, on va avoir épaississement par des écailles tectoniques, ça c'est valable tout le temps. Si les écailles sont asymétriques, c'est parce que on a subduction continentale d'un seul côté. Donc là, ce sera bien une chaîne de collision. S'il y a une chaîne de collision, il faut vous attendre à une flexure de la lithosphère et donc à un bassin sédimentaire caractéristique qui vous permettra de dater cette chaîne de montagne de collision, ce qui est extrêmement pratique. Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui des Alpes? Eh ben, c'est fini. Les Alpes, c'est fini. En tout cas, dans notre secteur franco-italo-suisse. Dans notre secteur franco-italo-suisse, les deux plaques ne sont plus en convergence, c'est-à-dire qu'elles ne se déplacent plus l'une vers l'autre. C'est pas valable pour toute l'Europe, hein, mais dans notre secteur, il n'y a plus de convergence. Mais ça va nous permettre quand même de faire des petits rappels des études de déformation. Donc, le magmatisme, le métamorphisme, ça vous permet d'étudier les phénomènes passés, mais vous pouvez aussi tout à fait étudier les phénomènes actuels en travaillant sur les mécanismes au foyer. Et donc ici, vous avez le chevauchement pénique frontal, un ensemble de mécanismes au foyer, et on vous demande de trouver le jeu de la faille. Comment ça s'analyse une sphère des mécanismes au foyer?
Pour la zone noire, la zone personnelle, enfin, ça va indiquer le sens du déplacement. La zone noire, ça va indiquer, ça va faire enfin, le bas et enfin, c'est la première à se déplacer. Enfin, et du coup, bah, là, on a commencé à avoir une taille normale. On a le geoffroy principal. Là, c'est la sphère. Mais la zone noire va vers le bas et la, On a la solution, mais on n'a pas la justification. Donc la première chose que vous devez trouver, c'est le plan de faille. Hein, parce qu'a priori, 2 possibilités. Si vous avez que la sphère, hein, si on a une sphère, sur rien du tout. Mais vous aurez jamais la sphère sur rien du tout, vous l'aurez toujours sur une carte. Donc première chose à déterminer, quel est le plan de faille? Et donc il faut que ce soit parallèle au plan de la faille qui nous intéresse. Ensuite, elles sont construites de façon assez intuitive. Quand c'est noir, c'est que ça devient plus dense, quand c'est blanc, c'est que c'est pas dense. Donc le matériau, il part de la zone blanche qui va être en dilatation et il vient frapper sur le matériau qui est déjà là, donc ça se comprime et c'est la zone noire. Donc ça va toujours du blanc vers le noir. C'est blanc parce qu'il y a du matériau qui part et quand c'est noir, c'est qu'on est en compression, c'est il y a du matériau qui arrive sur du matériau qui est déjà là, donc ça c'est le cadran en compression. Le cadran blanc étant un cadran en dilatation. Et donc une fois que vous l'avez reconstruite, eh ben, vous n'avez plus qu'à lire le jeu de la faille, qui ici est un chevauchement. Et effectivement, on voit que les éléments majoritaires, hein, quand on a plusieurs mécanismes au foyer, on essaye de prendre les majoritaires, ceux qui sont le plus proches, sont assez souvent avec un mécanisme en faille normal, ce qui est très surprenant pour un chevauchement. Donc là, ça nous dit que initialement c'était un chevauchement, mais qu'aujourd'hui, ce chevauchement, il repart dans l'autre sens. Il rejoue en faille normale. Donc ça, c'est bien un indice qu'actuellement, les Alpes ne sont pas en compression. Le chevauchement continuerait à avancer et donc à fonctionner en faille inverse. Aujourd'hui, au contraire, ce secteur-là, sur ces séismes les plus récents, est assez souvent en dilatation, avec au contraire réétalement du matériau. Donc trouvez-vous un moyen mémotechnique. Moi, je trouve que les couleurs sont assez parlantes, hein. Ça va toujours du blanc vers le noir. Donc, si vous avez des difficultés, vous la coupez par la pensée et puis carrément, vous poussez le bloc, la moitié, hein, vous la poussez du blanc vers le noir et c'est exactement ce mouvement-là qui est le mouvement de la faille. Vous avez fait ça en première année avec les demi-boulins, bah, refaites-le par la pensée, comme ça vous allez tout de suite voir le, le jeu de la faille. Mmh, ça, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Donc, exercice d'application, on vous propose toute une série de mécanismes au foyer. Et par exemple, tiens, essayons de déterminer ça. C'est quoi? Oui. donc, on peut la logique du blanc vers le noir, ça serait en exploration, en divergence, et de gauche
Pourquoi tu vas surtout pas dire divergence. Divergence, c'est à quelle échelle? Les mots divergence, convergence, c'est que vous êtes à quelle échelle? Les plaques. Donc, mhm. Extension, c'est à quelle échelle? Oh, je sens qu'on va se faire une petite pause vocabulaire. Donc, divergence, convergence, on est à l'échelle des plaques. Merci. Comme ça va éclaircir pour tout le monde. Divergence, convergence. Ça veut dire que j'ai une carte GPS des plaques mondiales. Ensuite, elle a dit une zone en extension, une zone en raccourcissement. On est à quelle échelle? Au moins la région. Vous prenez l'ensemble de tout ce qui se passe dans la région et vous dites, cette région, elle est en extension, elle est en compression. Maintenant, si j'ai un mécanisme au foyer, eh bien, je vais juste dire, cette faille-là, localement, elle est normale ou elle est inverse. Ou éventuellement, elle peut être décrochante. Pourquoi c'est pas pareil? C'est que dans un secteur en extension, je peux avoir localement une faille qui, elle, va être une faille inverse. Et puis, je peux avoir un secteur qui est en raccourcissement, mais localement, je peux avoir une faille qui, elle, est normale, parce qu'elle est perpendiculaire, par exemple, à l'axe du pli. Donc, c'est bien en prenant toutes les failles de la région que je vais pouvoir trouver si la région en entier, elle est en extension ou en compression. Et donc, faites attention, vous avez tendance à utiliser les termes divergence, convergence pour une faille, ce qui va tout de suite perturber le jury. Hein. Divergence, convergence, c'est que ce sont les plaques qui convergent et les plaques qui divergent. Ce qui fait que sur leurs frontières, il y a des frontières en extension locale ou en raccourcissement, et que donc certaines failles sont normales ou inverses. Donc, reprenons avec le bon vocabulaire. Oui, on aurait beaucoup de failles normales. Mhm. Comme on n'avait pas les failles, là, t'as choisi quoi comme plan de faille? Parce que on pouvait dire c'est ça le plan de faille, première possibilité. On aurait pu dire c'est ça le plan de faille. Est-ce que ça changeait le jeu de la faille qu'on ait choisi l'un ou l'autre? Non, ça change rien. Hein. Donc quand vous savez pas, que vous ayez choisi un plan de faille, que vous ayez choisi l'autre plan de faille, de toute façon, c'est des failles normales. Et donc effectivement, dans ce secteur-là, on a une série de failles normales. Donc pour ce secteur-là, on peut dire que ce secteur-là, puisqu'on a au moins 4 ou plus, on a toutes celles-là qui sont pareilles, ce secteur est en extension. Ça, on peut le dire. Vraiment qui que c'est le plan de faille, il est ici et que là, on serait vraiment au milieu du. Jamais, jamais, jamais. Un plan de faille, vous devez couper la sphère en deux. Mais pas n'importe où. Vous n'avez le droit de la couper que dans les frontières noir-blanc. Vous pouvez pas la couper où ça vous arrange, hein. Toujours. C'est pour ça qu'elles étaient pré-découpées en première année, hein, elles étaient toujours découpées avec une moitié noire et une moitié blanche. Vous ne pouvez couper qu'à cet endroit-là. Et donc à vous de savoir comment on coupe. Donc bah, quand c'est posé sur une carte et qu'on a la faille, bon, c'est assez facile. Bah, quand on n'a rien, vous voyez que là, on ne peut pas être précis. Il y a deux hypothèses possibles, mais que ces deux hypothèses vont toujours nous donner quand même un jeu de faille normal. Et ça, c'est quoi? Ce qui est en dessous? En dessous. C'est faille inverse, pareil, hein, que vous ayez choisi. Si vous choisissez celui-là, c'est le compartiment qui est là qui monte. Mais si vous choisissez l'autre, bah, c'est celui-là qui monte. Donc ça change rien, hein, ça reste toujours des failles inverses. Et puis là, ça va être la même chose, hein. Ça va être des failles décrochantes, soit dans ce sens-là, soit selon l'autre plan à votre guise. Hein. Hop, excusez-moi, voilà. Hop. On va le faire avec quatre côtés, on avait une feuille normale et une feuille inverse. Alors que là, quand on fait ça avec quatre trucs, on va dire deux. Oui, c'est pour ça qu'il faut pas apprendre par cœur.
Parce que selon qu'elles sont représentées sur une coupe ou qu'elles sont vues de dessus, c'est pas pareil. Ouais. En fait, c'est toujours la même sphère dans l'espace. Pour les géologues, en fait, c'est un objet en 3D. Et puis, soit ils vous la proposent sur le côté, on est en train de faire une coupe, soit ils la proposent vue de dessus, on est en train de travailler sur une carte. Donc, n'apprenez pas par cœur le noir, blanc, noir, c'est machin. Non, parce que du coup, si on n'est pas en carte et qu'on est en coupe, vous allez tout vous mélanger. Donc, apprenez juste que l'élément noir, c'est foncé parce que c'est l'élément en compression. Le blanc, il est clair parce que c'est l'élément en dilatation. Pourquoi ça se dilate? Parce qu'il y a du matériau qui s'en va. Pourquoi ça se comprime? Parce qu'il y a des matériaux qui arrivent alors qu'il y a déjà d'autres matériaux. Donc, ça se comprime. Et avec ça, vous avez tout. Et donc effectivement, si on regarde globalement, on voit qu'on a beaucoup plus de failles normales que de failles inverses. Parce que dans la partie de dans toute cette zone, de l'océan. Et donc, a priori, hein, c'est pas une chaîne de montagnes qui présente des phénomènes actuels de raccourcissement, mais au contraire des phénomènes plutôt d'extension, ce qui n'est pas forcément le cas du Jura. Dans le Jura, on a encore des séismes en faille inverse. Donc, on pense aujourd'hui qu'on est un petit peu à la transition entre le moment de convergence avec rapprochement de plaques et le moment où les plaques sont soudées et la chaîne de montagne cesse de se mettre en place et finit par se réétaler. Donc, le principe de la formation de ces chaînes de collision, c'est qu'elle va souder deux plaques continentales qui étaient initialement séparées par un océan, elle les ressoude. Ce sont deux plaques différentes tant que la chaîne de montagne est en train de se former. Et puis quand ça s'arrête, c'est que les plaques sont soudées. La plaque indienne, aujourd'hui, elle est soudée à la plaque asiatique. Ici, la Puli, elle est soudée à l'Europe. Alors quand est-ce qu'on va considérer que ce sont encore deux plaques différentes ou que ce ne sont plus deux plaques différentes? C'est est-ce qu'il existe encore une forte activité sismique qui marque une frontière. Donc c'est pour ça que même si on a une soudure qui est en train de se faire entre l'Inde et l'Asie, on considère encore que ce sont deux plaques différentes parce qu'il y a une forte activité sismique dans l'Himalaya. Donc il y a encore déplacement de la plaque indienne par rapport à l'Himalaya. La subduction continentale n'est pas finie, elle est toujours en cours et elle progresse. Ici, a priori, la subduction continentale a l'air d'être finie et on est au contraire dans la phase on démarre la phase de réétalement de la chaîne de montagne dans uniquement notre portion franco-italo-suisse, hein, juste la portion en arc de cercle des Alpes. C'est pas du tout vrai dans la version autrichienne. C'est pas aussi vrai en tout cas. Analyse de paysage, on vous donne l'âge des terrains et on vous demande de caractériser la faille. Les failles, puisqu'il y en a plusieurs.
Cette première faille, qu'est-ce que c'est? Celle qui est la plus à gauche. Normale, inverse, décrochante? Et donc justement, comment est-ce que tu vas justifier que tu es arrivé à l'idée d'une faille inverse? Alors le paysage, on s'en fiche complètement, hein. Pour dire qu'elle est normale ou inverse, c'est quoi le critère de justification? Votre critère est toujours, je commente un niveau repère. J'analyse un niveau repère et je vois si ce niveau repère monte, faille inverse, ou s'il descend. Mais il peut être descendu au point de plus être visible. Donc c'est un argument, le fait qu'il n'y ait plus que le Jurassique. C'est que forcément, ici, ce niveau est monté et est visible, ou là, il est descendu et il n'est pas visible. Là, je vous rappelle que c'est un mouvement relatif, vous ne savez pas qui bouge par rapport à qui, ils bougent peut-être tous les deux. Mais le niveau repère n'étant pas visible, alors que là, il est visible, on a forcément un déplacement relatif et donc une faille inverse. Et cette feuille-là, qu'est-ce qui se passe avec cette feuille-là? Qu'est-ce qui se passe avec cette feuille-là? Hmm. Exactement. Elle n'a pas joué. Mhm. Toutes les failles n'ont pas forcément un déplacement. Alors, soit elle n'en a jamais eu, soit ça a bougé, c'est revenu au niveau initial. Ça, vous savez pas non plus. Et donc, puisque le niveau repère bouge pas, bah, c'est elle ni normale ni inverse. Elle existe, mais bon, elle n'a pas de jeu. Et celle qui était en bas, qu'est-ce que c'est? Celle sur laquelle il y a un zoom? Oui. Le niveau repère descend le long de la faille, mais cette faille est quasiment verticale. Donc, effectivement, on a une faille normale. Donc là, globalement, on est dans un secteur de faille inverse, mais il peut y avoir localement, ici, tout à fait à la base, une petite faille inverse. Donc c'est pour ça qu'on va surtout pas utiliser pour une faille les termes extension-compression, hein, puisque les failles peuvent se contredire et qu'il faut prendre vraiment la moyenne de l'ensemble de toutes les failles du secteur pour dire le secteur est en expansion ou le secteur au contraire est en raccourcissement. On s'arrête là et la semaine prochaine vous avez français, c'est ça?